Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, on a été horrifiés tous bien sûr par l'attentat qui s'est produit le vendredi 22 mars à Moscou dans une salle de concert, le Crocus City Hall. On décompte 139 victimes et c'est un événement terrible qui nous rappelle bien entendu l'événement du Bataclan, l'attentat du Bataclan en novembre 2015 à Paris. Mais ce qui m'a surpris au-delà de cette information, c'était une information dans l'information, c'était le fait que les services de renseignement américains avaient prévenu les services russes de l'imminence de cette attaque, mais que ces derniers ont manifestement ignoré cette information. Alors, moi je pensais que les Russes et les Américains ne se parlaient plus depuis le début de la guerre en Ukraine, et voilà qui pourrait nous conduire, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui Laurence, à parler des relations entre les deux pays. Elles sont mauvaises, ça c'est sûr, mais on a quand même des canaux de communication qui subsistent, et notamment entre les agences de renseignement. Est-ce que c'est ça, Laurence ? Pour partir du plus haut niveau d'abord, entre Biden et Poutine, le sommet bilatéral de juin 2021 à Genève, c'est la dernière rencontre officielle. Ils étaient accompagnés de leur ministre des Affaires étrangères, donc Anthony Blinken côté américain, Sergueï Lavrov côté russe, et depuis, il n'y a plus eu de rencontre parce qu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Donc, plus aucune rencontre à ce très haut niveau. Le seul contact qu'a eu Vladimir Poutine avec l'opinion publique américaine, ça a été très récemment, c'était le 8 février 2024, son interview par Tucker Carlson, vous savez, cette ancienne star de Fox News, il s'est fait virer, mais ça reste un Trumpiste d'extrême droite, donc tout à fait pro-Poutine. Cette interview, elle a duré 126 minutes, on peut voir la vidéo sur le Tucker Carlson Network, là où cette personnalité s'exprime désormais. Il y a des petits extraits sur X, enfin sur Twitter. Cette apparition mise à part, il n'en reste pas moins que les relations US-Russie sont au plus bas, non ? Tout à fait, on n'a pas vu un tel niveau d'animosité réciproque depuis la crise de Cuba en 1962. Côté US, les sanctions contre la Russie atteignent un nombre record et côté russe, les États-Unis ont été portés sur la liste des pays inamicaux. Mais vous parliez de la crise de Cuba, et justement en 1962, on avait créé des canaux de communication toujours ouverts en cas de crise. On se souvient du fameux téléphone rouge, enfin qui était une sorte de figure de style, mais qui existait. Oui, eh bien, ce téléphone rouge existe toujours et il existe, c'est intéressant, à tous les niveaux, notamment entre militaires. En mars 2023, il y a tout juste un an, le secrétaire de la Défense américaine, Lloyd Austin, a échangé par téléphone avec son homologue russe, Sergueï Shoïgu, parce qu'un drone américain avait été descendu au-dessus de la mer Noire par l'aviation russe. Donc, il fallait mettre les choses à plat et désescalader cet incident. Bon, manifestement, ça a été le cas. Mais pour en revenir aux renseignements et aux agents de renseignement, est-ce qu'on doit imaginer des rencontres secrètes comme dans un livre de John le Carré ou Le Bureau des légendes ? Là, Romain, vous convoquez un imaginaire très riche qui a été très développé pendant la guerre froide, mais qui s'est renouvelé par la suite. John le Carré, que vous citez, a écrit un certain nombre de ces romans d'espionnage qui se passent après la chute de l'URSS. Pas les meilleurs à mon avis, mais enfin, effectivement, continuez Laurence. En réalité, les agences de renseignement, elles se parlent régulièrement par des canaux officiels. Il y a des officiers de renseignement dans les ambassades. Les responsables peuvent aussi utiliser une ligne sécurisée et se passer tout simplement un coup de fil depuis leur bureau. Donc, ils se parlent. Ces dernières semaines, ce qu'on a vu donc avant l'attentat de Moscou, c'est que les services de renseignement américains ont utilisé ce qu'ils appellent très officiellement le devoir d'avertir. Un devoir d'avertir les pays avec lesquels ils n'ont pas d'alliance de sécurité lorsque des civils sont en danger dans ce pays. Si vous voulez, c'est une sorte de code de l'honneur des services de renseignement américains. Et d'après ce que je comprends, les services français ont quelque chose de similaire qui figure dans la loi sur la lutte contre le terrorisme. Mais enfin, si un auditeur de la DGSE nous écoute, je serais très intéressée d'en savoir plus. Nous conserverons l'anonymat à ces communications. L'appel est lancé. Ce devoir d'avertir, il a déjà été utilisé par les agences de renseignement américaines vis-à-vis de leurs homologues russes. C'était en 2017 et en 2019. Ils les avaient prévenus à l'époque que l'organisation État islamique préparait des attentats de manière vraiment imminente à Saint-Pétersbourg. Et les agences russes avaient pu déjouer ces projets d'attentats. Vladimir Poutine, à l'époque, donc 2017-2019, avait très officiellement remercié les Américains. Évidemment, on était sous la présidence de Donald Trump.
On était sous la présidence de Donald Trump et surtout, c'était avant l'invasion de l'Ukraine. Oui, mais ces contacts entre agences de renseignement ont continué. En novembre 2022, on est donc 9 mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le chef de la CIA, Bill Burns, et le chef du SVR, donc son homologue, Sergei Narishkin, se sont rencontrés à Ankara, en Turquie. C'est une rencontre tout à fait secrète qui a été dévoilée par l'agence de presse turque Anadolu, donc secrète, tu parles. Bref, les deux hommes ont discuté à ce moment-là, non pas de l'Ukraine, mais de la sécurité nucléaire entre leurs deux pays. Dans ce contexte de guerre, justement, il fallait absolument éviter des attaques nucléaires, garantir la stabilité stratégique entre les États-Unis et la Russie. Parce que finalement, la mission numéro 1 de ces canaux de communication entre agences de renseignement, c'est pas tant le devoir d'avertir que la nécessité de faire baisser les tensions et les risques de dérapage lorsqu'on est dans une grande crise internationale. Juste un point sur les sigles que vous employez, Laurence. L'équivalent russe de la CIA, c'est le SVR, c'est ça ? Oui, faisons un point sur toutes ces agences. Le renseignement extérieur, ce qui est en France la DGSE, ce sont côté américain la CIA et côté russe le SVR, le service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie. L'héritier du KGB, si vous voulez. Si on parle maintenant de renseignement intérieur, en France, c'est la DGSI, le FBI aux États-Unis et en Russie, le FSB. Il y a aussi le renseignement militaire. En Russie, c'est le GRU, le GRU. En France, on parle de la DRM, Direction du renseignement militaire, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Et aux États-Unis, là aussi, il y a beaucoup d'agences dans la sphère militaire. Je vais juste citer la NSA, qui s'occupe du renseignement électronique, donc toutes les écoutes sur Internet, c'est eux. On s'arrête là. Notez juste que les compétences ne sont peut-être pas toujours les mêmes d'un pays à l'autre. Revenons à l'attentat de la semaine dernière. Quels ont été les échanges précisément qui ont eu lieu entre les services ? C'est ce à quoi vous faisiez allusion dans l'introduction. Le 7 mars, c'est-à-dire 15 jours avant l'attaque, les Américains ont prévenu leurs ressortissants sur place en Russie, leur demandant de quitter Moscou si possible, ou d'éviter en tout cas toute sortie dans les prochaines 48 heures. Ils ont aussi prévenu les Russes de cette attaque terroriste imminente par l'organisation État islamique contre des grands rassemblements. Ils avaient parlé de concerts. Et cette fois-ci, cette attaque était prévue non pas à Saint-Pétersbourg, mais à Moscou. Oui, alors effectivement, ça n'a pas eu lieu dans les 48 heures, l'attentat a eu lieu 15 jours plus tard, mais quoi qu'il en soit, les Russes ont, semble-t-il, ignoré cet avertissement ? Oui, lors d'un discours qu'il a prononcé devant le Conseil du FSB le 19 mars, Vladimir Poutine a dénoncé, alors là je le cite, des déclarations provocatrices par plusieurs entités occidentales sur la possibilité d'une attaque terroriste en Russie, dans l'intention d'intimider et déstabiliser notre société. A posteriori, on comprend que c'était une grave erreur de jugement de la part de Vladimir Poutine. Évidemment, cette information venait non plus d'une Amérique dirigée par Trump, mais d'une Amérique dirigée par Joe Biden, un ennemi pour Vladimir Poutine. Comme vous le dites, il n'en reste pas moins que c'est une erreur gravissime de jugement de la part du président russe. Mais on parlait de la coopération entre les services de renseignement américains et russes, mais on ne peut pas croire que parallèlement, ces services ne fassent pas leur boulot et ne s'engagent pas dans des actions agressives les uns contre les autres. Vous avez raison, la Russie est aujourd'hui une puissance moyenne dont le PIB est proche de celui de l'Italie. Elle exerce néanmoins un pouvoir de nuisance vraiment surdimensionné dans les pays occidentaux et ces derniers ont commencé à en faire l'expérience dans les années 2010. Il y a deux actions principales, d'une part les cyberattaques et d'autre part les manipulations. Parlons d'abord des cyberattaques. Il y a de tellement nombreux exemples que j'ai eu du mal à choisir. Je ne citerai que celui de Microsoft, dont les serveurs ont été piratés en novembre 2023. À la manœuvre, un groupe qu'on appelle Cozy Bear et qui agit sous l'autorité du SVR. Sur ces cyberattaques, tout ne vient pas nécessairement du gouvernement. Il y a beaucoup de ces attaques qui émanent de groupes privés. En mai 2021, la société américaine de gazoduc Colonial Pipeline avait été attaquée et a dû payer une cyber-rançon de plus de 4 millions de dollars. Oui, on voit bien là qu'on est à la frontière entre le souverain et le mafieux. Mais il y a un autre type de nuisance dont vous parliez, ce sont les manipulations, et en particulier celles dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui sont les compromates, ces espèces de scandales sexuels montés de toutes pièces qui permettent de faire chanter ou de faire pression sur un officiel ou un agent d'un pays étranger.
Oui, il y a les compromates, il y a aussi tout ce qui touche à la politique. Et là, il faut reparler de cette Internet Research Agency, qui est une usine à trolls installée à Saint-Pétersbourg et qui mène de très nombreuses campagnes de désinformation sur Internet dans la politique des pays occidentaux. Alors, il s'agit d'avantager un candidat plutôt qu'un autre et, plus généralement, d'instiller le doute sur le bon déroulement des élections. L'exemple auquel on pense tous, c'est celui des élections américaines de 2016, dans lesquels la Russie a, j'ouvre les guillemets parce que je cite le rapport Mueller, qui est un rapport officiel américain sorti en 2019, la Russie donc a interféré de manière radicale et systématique. Un autre point de vocabulaire, vous avez parlé de compromat, toutes ces actions de manipulation, on les appelle maintenant le sharp power, c'est-à-dire une version de soft power mais qui serait uniquement malveillante. Mais ce sharp power, Laurence, dont vous parlez à propos des Russes, ne me faites pas croire que les agences occidentales n'en font pas autant. Certes, on a des exemples très nombreux d'attaques cyber menées par la NSA. La CIA elle-même, on le sait, a interféré dans les élections russes de 1996. Mais la différence, c'est l'intention. Quelle est l'intention portée par les agences lorsqu'elles commettent soit des manipulations négatives, sharp power, soit des cyberattaques? En fait, tout dépend de l'idéologie qu'elles mettent en œuvre dans leur action. La Russie, on le voit bien, son objectif, c'est d'affaiblir les démocraties occidentales, et notamment en les délégitimant auprès de leurs opinions publiques. Un mot sur la Chine au passage, parce qu'elle aussi emploie le sharp power régulièrement. Elle le fait pour contrôler les Chinois de la diaspora et aussi contrôler les discours qui sont portés sur la Chine par les experts, les politiques, les journalistes étrangers. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelque temps, Antoine Bondas, qui est un collègue chercheur de la FRS spécialiste de la Chine, avait eu des propos assez critiques et il avait été par la suite attaqué sur les réseaux sociaux par des comptes chinois. Si on en vient maintenant à l'Occident, on voit que les agences de renseignement commettent elles aussi des actions moralement répréhensibles, mais on peut espérer qu'elles le font pour défendre nos intérêts qui sont en général alignés sur nos valeurs, c'est-à-dire les droits de l'homme, la démocratie, le pluralisme, etc. Et si on n'est pas naïf et qu'on avoue que ce n'est pas toujours le cas, par exemple si on remonte à la politique de la CIA en Amérique latine dans les années 1970, eh bien on peut dire dans ce cas-là deux choses. D'abord, on peut parler de tous ces problèmes en public parce que nous avons la liberté de la presse. Et deuxièmement, les responsables sont normalement poursuivis car nous vivons dans un état de droit. Eh bien, acceptons-en l'augure, Laurence. Je reviens juste sur le passage que vous avez fait sur John le Carré, où j'ai dit un peu rapidement que ses meilleurs romans étaient ceux qui avaient lieu pendant la guerre froide. Je voulais recommander à nos auditeurs, parce que je l'ai découvert récemment, il y a sur YouTube, en accès gratuit, la série qu'avait fait la BBC sur la taupe. Alors malheureusement, c'est pas sous-titré, mais c'est avec Alec Guinness. C'est réalisé au scalpel. C'est absolument remarquable. Encore une fois, il faut malheureusement être anglophone pour poursuivre cette intrigue, qui est une intrigue complexe. Mais c'est remarquable, absolument remarquable comme adaptation. C'est très très proche du roman, avec ce côté low-key complètement des services secrets anglais et le drame intime qui affleure dans l'œuvre de John le Carré. Voilà, j'en termine avec cette recommandation et je vous remercie Laurence pour ce podcast absolument passionnant et je vous dis bien sûr à bientôt. Merci Romain, à bientôt. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.